Allez, chers collègues, on va commencer la séance. Je vous propose de commencer, chers collègues, s'il vous plaît. Voilà, nous allons commencer. Merci beaucoup de prendre place. Alors, merci pour votre présence, pour ce conseil municipal du 20 mai 2025. Alors, sont présents moi-même, Edwige Luc Bernet, Marc Chauvet, Nadia Benjeloun Makali, Vincent Boisvinet, Amélie Cohen-Langlais, Olivier Goudichaud, Fabienne Cabrera, Pierre Wallet, Christelle Baudret arrive, Cathy Camille, Xavier-Marie Fédou, Bénédicte Jamais-Diez donne procuration à... Elle arrive. Et entre-temps, elle donne procuration à Idriss Benkelouf. Jacques Reynaud présent, Isabelle Taris arrive, Benoît Dancona présent, Pascal Labadi présent, Sadia Adjabekader présente, Sylvaine Panabière donne procuration à Vincent Boisvinet, Guéno Légende donne procuration à Pierre Wallet, Marie-Laure Pirot présente, Tiffaine Kornakari présente, Laure Desvalois présente, Nabil Enadji, il arrive, Aurélien Desbas présent, Florian Darcos arrive, Kewar Cheban donne procuration à Xavier-Marie Fédou, Idriss Benkelouf présent, Christian Bagat présent, Mohamed Mishrafi présent, Alexandre Diaz présent, Isabelle Torlenico donne procuration à Christian Bagat, à Christophe Thomas, d'accord, Fabienne Dacosta donne procuration à Christian Bagat, Christian Thomas présent et Sena Bougueil présente. Très bien, chers collègues. Le quorum étant atteint, nous commençons notre séance par la désignation du secrétaire de séance. Je propose que ce soit Madame Nadia Benjeloun Makali. Merci beaucoup d'accepter cette tâche. Également, quelques points rapides avant d'entamer notre ordre du jour, quelques informations à vous donner. Alors, tout d'abord, à partir de demain 21 mai jusqu'à samedi, c'est la fête de la nature, et donc il y aura toute une programmation dans l'ensemble des parcs et jardins de la ville de Bègles. Et à ce propos, vous le savez, nous avons inauguré le parc des Sœurs, 3,5 hectares de nature en plein cœur de ville, le long de la route de Toulouse. Une inauguration très ensoleillée, très réussie. Voilà, de très nombreux Béglaises et Béglais sont venus en famille profiter de ce nouveau cadre de verdure dans un projet inclusif, puisque vous savez, cet achat qui a été pensé il y a 30 ans maintenant, donc vous voyez que l'action politique, il faut être patient, notamment, évidemment, je l'ai dit lors de l'ouverture, par Noël Mamère et par Michel Mercier, qui était premier adjoint, et donc porter ce parc des Sœurs, l'ouverture, en partenariat avec l'Hercienne, le bailleur social, et l'association La Houlette, pour faire à la fois sur les bordures du parc, là où c'est déjà artificiel, des logements sociaux pour l'inclusion sociale, et des logements pour adultes handicapés souffrant du trouble du spectre autistique, pour l'inclusion de toutes et tous. Donc c'est un très beau projet. Je vous invite à maintenant venir le visiter. C'est gratuit tous les jours. Et nous avons notamment des moutons, voilà, de race ancienne des Landes et de Gironde, portés par le Conservatoire des races d'Aquitaine. Et puis un cheminement et bientôt l'ouverture d'un labyrinthe de bambou qui est pour l'instant encore pas accessible. Voilà, et au fur et à mesure, nous allons emménager ce parc, mais il restera, comme la concertation l'a demandé avec les Béglais, très rustique, voilà, très nature, avec un cœur de biodiversité. Et à ce titre, nous avons distribué, vous l'avez, chers collègues, je crois, oui, sur vos pupitres, le guide des jardins et parcs de Bègles que nous venons de sortir, qui va vous permettre aux habitants de découvrir, de redécouvrir l'ensemble du patrimoine nature et arboré de la commune, l'ensemble des parcs et des jardins extrêmement nombreux. Nous avons 27% de notre territoire, plus d'un quart, qui est nature, ce qui est quand même une gageure, une belle réussite pour une ville de première couronne du centre de l'agglomération, notamment grâce au delta vert. Et nous n'avons pas compté, je pense, l'île d'Arsin,
qui sera évidemment accessible dans quelques temps. L'île d'Assin a été accessible pour quelques chanceuses et chanceux ce week-end lors du festival Traverse, Garonne Dordogne de la métropole. Donc voilà, nous avons demain jusqu'à samedi toute une programmation qui continue autour de la nature dans les parcs et jardins de Bègles. Informations sur les réseaux sociaux et le site internet de la ville ou à l'accueil, bien sûr. Également, après-demain, jeudi à 18h, nous avons un événement au cinéma La Lanterne à l'occasion des 80 ans de la libération des camps. Une co-organisation entre la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, des professeurs et élèves du collège de Bègles Pablo Neruda et des lycées Béglais, Émile Combes et Vaclav-Havel. Évidemment, vous êtes toutes et tous bienvenus. Vendredi à midi, nous rendons un hommage à la famille Gerstein, place de la Liberté, devant leur habitation, une famille qui malheureusement a été déportée dans les camps, une des nombreuses familles béglaises, aux côtés des résistants, et donc un hommage leur sera rendu avec des personnalités. Le lundi 26 mai à 18h30, sans transition aucune, nous avons une réunion publique pour adopter les bons gestes et les bonnes pratiques pour lutter collectivement contre les moustiques tigres. Donc, venez vous informer avec la brigade du tigre de la métropole. Également, inauguration de l'école Malala. Vous allez voir, le programme est riche pour les jours qui arrivent. Le mardi 27 mai à 17h30, inauguration de l'école maternelle Malala, ouvert à toutes et tous. Nous avons le tournoi Michel Aymar, organisé par le CAB Foot du 28 mai au 1er juin, le traditionnel Grand Prix cycliste du CAB Cyclisme le 29 mai, et nous arrivons bien sûr à la fête de la morue, le programme dans l'ensemble des sites municipaux, et sur vos pupitres, vous le savez, le thème c'est le Portugal. Voilà, donc une grande fête familiale, béglaise, gratuite toujours, avec toujours les sites en cœur de ville et tous les événements artistiques et les concerts, tout est gratuit avec des stands associatifs béglais. Le 10 juin, salle Jean Lursa à 18h, nous y reviendrons. Nous aurons une réunion publique sur le thème de la prévention, la tranquillité publique et le cadre de vie. Et l'inauguration le 13 juin du parvis de l'école Gambetta, car nous continuons à végétaliser les établissements scolaires. Nous avons inauguré la rue aux enfants et la végétalisation de l'école Marcel Samba vendredi dernier. Enfin, 2 dernières dates, c'était dense. Nous arrivons au terme du mandat municipal, vous le savez. Donc nous avons prévu, comme il se doit, des réunions publiques de présentation du bilan de mandat qui seront par quartier, par forum, nord-ouest, sud-est, sud-ouest et nord-est, du 19 juin au 2 juillet. Information dans la Béglaise et puis également sur les réseaux sociaux et en ville et sur les lieux municipaux. Et enfin, le dernier conseil municipal de l'année aura lieu le mardi 1er juillet. Voilà les quelques dates que je voulais dire. Et puis bien sûr, nous n'oublions pas, vous l'avez vu en arrivant ici à l'hôtel de ville, nous avons paré l'hôtel de ville des couleurs de l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, et nous serons de cœur, bien sûr, toutes et tous aux côtés de notre équipe favorite de rugby pour la première fois une finale de Coupe d'Europe. Donc c'est un moment extrêmement important. Voilà pour les quelques informations que je souhaitais dire. Nous allons adopter le procès-verbal analytique du conseil précédent. Y a-t-il des observations ? Donc je mets au vote, il n'y en a pas. Qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. Également, vous avez eu sur Internet, dans Idées Libres, vous avez le compte-rendu des décisions prises en application du Code général des collectivités territoriales. Et s'il n'y a pas de remarques et de prise de parole sur ces comptes-rendus, nous passons à la première délibération, qui est le projet de création de bus express Pellegrin, Thouars, Malartic sur le territoire des communes de Bordeaux, Talence, Gradignan et Villenave-d'Ornon. Enquête publique, avis de la commune, Pierre Wallet. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc l'objet de cette délibération, c'est de donner l'avis de la commune dans le cadre de l'enquête publique en lien avec la création d'une nouvelle ligne de bus express.
sachant que pour redresser le panorama Bus Express sur la commune, sur le moyen terme, on devrait être traversé normalement par 4 lignes de Bus Express. La ligne K, qui prendra le tracé arrivant de Villeneuve-d'Ornon, Talence, Robert Piquet. Cette ligne K passera par Albert Thomas, Buisson, Le Rousseau, Gambetta, Méry et se dirigera ensuite vers la gare Saint-Jean. Donc ligne K qui sera mise en œuvre au 1er septembre 2027. Une ligne circulaire boulevard qui sera mise en œuvre en septembre 2025, donc dans quelques mois. Mois de décembre, décembre 2025. Donc la ligne H, une ligne qui est également à l'étude, qui reprendrait le tracé de la ligne 5, le long de la route de Toulouse. Et l'objet de la délibération, là, c'est la ligne I, qui arrive de Pellegrin, campus universitaire, et qui se termine d'un côté sur Thouars et de l'autre côté sur Gradignan-Malartic. Donc, ligne de bus express qui, à terme, offrira sur le tronçon commun, donc entre Thouars et Pellegrin notamment, une fréquence de bus toutes les 5 minutes. Donc, c'est aussi ce qu'on aura sur la ligne K, typiquement, en cœur de ville, avec des bus électriques 140 personnes, une desserte donc à l'heure de pointe, ce que je disais, 5-6 minutes. Donc, une offre très qualitative en termes de desserte en transport collectif. Et pour vous rappeler la vitesse commerciale, on est à 20 km/h, donc 5 km/h de vitesse commerciale au-dessus de celle du tram. Donc c'est une offre en transport collectif qui est équivalente, voire meilleure en termes de vitesse que le tram. Donc cette ligne I devrait se terminer aujourd'hui, enfin sur les prévisions, sur Thouars d'un côté et Malartic de l'autre. Et de l'autre côté de la ligne, donc du côté de Pellegrin notamment. Nous y voyons effectivement une offre très intéressante pour les communes d'à côté, mais on y voit aussi une opportunité pour la commune de Bègles, dans la mesure où cette ligne, si elle était projetée et qui a traversé la commune de Bègles, pourrait desservir également la gare de Bègles et pourquoi pas avoir une continuité derrière vers la gare Saint-Jean. Ce qui permettrait d'avoir une autre offre en bus express pour les Béglais, mais qui permettrait également aux utilisateurs de cette ligne, venant de Villeneuve, Talence et de plus loin, d'avoir une transversalité entre plusieurs pôles multimodaux, à savoir gare Saint-Jean, gare de Bègles, gare de la Médoquine, d'avoir des liens possibles entre le tram A, le tram B et le tram C au niveau de la gare de Bègles. Donc ça offrirait une véritable offre transversale et multimodale sur le territoire béglais, mais également métropolitain. Alors évidemment, il y a des contraintes économiques et aussi en termes de nombre de chauffeurs côté métropole, mais nous, en tant que Béglais, on y voit vraiment une opportunité pour la ville et la métropole. Donc on souhaite proposer par le biais de cette délibération à ce que la métropole étudie une continuité du tracé donc de cette ligne I vers la gare de Bègles, mais également étudier plus loin, pourquoi pas jusqu'à la gare Saint-Jean, ce qui permettrait pour la ville de Bègles notamment de desservir des secteurs de projet comme Euratlantique, mais également toute l'avenue Capelle, puisqu'il y a quelques créations de logements, ou encore le secteur du Dora qui est en cours de rénovation. Voilà, donc une opportunité pour les Béglais, mais pas que, à notre sens, et ce qui permettrait d'offrir une autre ligne circulaire, et non pas rayonnante vers le centre de Bordeaux, qui bénéficierait au campus aussi, au centre hospitalier Pellegrin. Voilà. Merci, chers collègues. Donc, je pense que c'est une délibération importante pour la commune pour améliorer l'offre en transport en commun dans les années à venir avec le réseau de bus express. Il y a une ligne en fonctionnement, c'est la ligne G entre Bordeaux, gare Saint-Jean. En fait, ça va jusqu'à la Méca. Et Saint-Aubin-de-Médoc, avec une petite branche vers Saint-Médard, elle fonctionne extrêmement bien. Je crois qu'on doit être à 30 000 voyageurs jour. Donc c'est vraiment un cran au-dessus des autres lignes de bus, fortement, des autres lianes. Et qui commencent à venir mordiller les possibilités du tramway. Les bus électriques devraient arriver. Voilà. Et les chauffeurs formés par TBM et la totalité des bus, on l'espère, en fonctionnement à la rentrée. Voilà.
Y a-t-il des prises de parole sur cette délibération? Christophe Thomas. Monsieur le maire, chers collègues, cher Pierre, merci pour cette présentation. Je dirais comme il a été exposé, effectivement, nous trouvons que s'appuyer sur cet avis de la commune dans le cadre de la création de cette ligne peut nous donner l'opportunité d'exprimer voilà, des souhaits et un intérêt pour avoir des extensions qui traversent et qui desservent notre commune. Et comme vous l'avez dit, Pierre, ça permettrait effectivement d'aller chercher des secteurs qui ne le sont pas avec les extensions actuelles. Donc voilà, pour nous, les hypothèses que vous avancez sont plutôt intéressantes. À voir effectivement en commission comment est-ce qu'elles seront réceptionnées et qu'on puisse en discuter ensemble au regard de ce que la métropole aura pu dire, en espérant qu'elle accepte effectivement les études des 3 hypothèses. Donc nous voterons favorablement. Merci. Ok, merci chers collègues, excusez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non. Je vous propose de passer au vote qui est pour unanimité. Merci beaucoup. Cela va appuyer notre demande. Délibération numéro 2, Xavier-Marie Fédou, terrain de pelote basque, mur à gauche, travaux urgents, demande de subvention, autorisation. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc le club de pelote basque qui existe depuis 100 ans compte de nombreux champions nationaux et internationaux et donc s'est fait une réputation de haute taille et à la faveur de son développement a demandé à la commune s'il était possible de réaliser une toiture et de l'éclairage sur cet espace-là de façon à élargir le potentiel du nombre d'heures de pratique sur ce lieu-là. Et donc nous avons missionné un bureau d'études pour nous assurer que la structure du fronton et du mur à gauche pourrait supporter de tels travaux. Et là, nous sommes voilà, tombés devant une forte déconvenue, puisque nous avons découvert que le mur à gauche était non seulement fortement dégradé, mais également que sa conception avait été correctement pensée, mais sa réalisation ne l'avait pas été il y a 50 ans, à savoir que le ferraillage était inférieur de 50% à ce qu'il aurait dû être. Donc le mur est fragile et le bureau d'études a conclu à une dangerosité nécessitant de le détruire et avant cela de donner un arrêt brutal, je dirais, à la pratique de la pelote basque sur cet espace, de façon à ne pas mettre en danger les praticiens. Donc nous nous trouvons là devant une forte déconvenue. D'une part, le club doit être mis à l'arrêt parce qu'il ne peut plus accéder à cet équipement sportif, et la commune face à une dépense d'investissement qui n'était pas du tout prévue au programme. Donc la démolition et reconstruction de ce mur avec l'équipement préalablement envisagé de toiture et d'éclairage se monterait à environ 1 500 000, ce qui n'est pas rien. Donc, l'objet de cette délibération, c'est d'essayer de trouver des soutiens financiers auprès de l'Agence nationale du sport, de Bordeaux Métropole, de la région, du département, de toutes les instances territoriales possibles, de façon à pouvoir compléter le financement qui sera nécessaire pour la réalisation de ce projet que nous souhaiterions voir se réaliser dans l'année qui vient, de façon à ne pas interrompre plus d'une année la pratique de la pelote basque dans ce lieu. Voilà la situation critique et regrettable de ce club qui se trouve fortement handicapé. Merci. Bon, évidemment, nous sommes aux côtés du président et de l'ensemble des licenciés de la section pelote qui vivent un moment très difficile. Je tiens quand même à souligner la qualité de la section pelote du club athlétique Begley, puisque c'est, en termes de licenciés, je crois, la premier club de Gironde et un des plus grands d'Aquitaine, et également en termes de résultats régionaux, nationaux et internationaux. Donc on peut être très fier du club. Donc là, on vit un moment très difficile. Nous sommes en lien pratiquement quotidien avec le club pour à la fois tenir un planning le plus serré possible,
Donc, pour l'instant, nous avons en ligne de mire une reconstruction, on y sommes engagés, c'est une réouverture en septembre 2026, donc les délais vont être très très courts, donc le moindre aléa peut faire déraper ce planning très ambitieux. Et deuxièmement, nous recherchons activement des solutions pour que le club puisse continuer à avoir une activité durant cette année, pour pas que ce soit une année blanche. Et donc des contacts ont été pris avec un certain nombre de villes de l'agglomération qui possèdent des murs à gauche, soit municipaux ou privés. Donc ces contacts sont en cours, des discussions ont lieu pour essayer d'avoir des créneaux. Le mieux, ce soit des créneaux gratuits si ce sont des équipements municipaux, mais également ça pourrait être dans des établissements privés. Et dans ce cas-là, il y aurait un financement en partie municipal, et puis nous irons voir les différents partenaires pour essayer de faire en sorte que cette année se passe le moins difficilement possible. Voilà, donc nous sommes évidemment toutes et tous aux côtés du CAB Pelote. Y a-t-il des prises de parole? Monsieur Mishrafi. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. On apprend dans cette délibération que le mur à gauche, construit en 75, d'après Sud-Ouest, d'avril 2025, 17 avril, que ce mur souffre d'un vice de construction majeur. Pas de ferraillage, béton de mauvaise qualité. Ce n'est donc pas une usure naturelle, c'est une erreur d'origine. Alors une question s'impose, comment se fait-il que ce défaut n'ait jamais été détecté en pratiquement 50 ans? Où sont les diagnostics techniques réguliers? Où est la responsabilité de la ville dans le suivi de ces équipements sportifs? Deuxième remarque, si le mur est aujourd'hui jugé instable et dangereux, cela signifie qu'il l'était probablement depuis longtemps. Et donc, combien de jeunes, combien de sportifs, combien de spectateurs ont été exposés à un risque sans le savoir? Ce n'est donc pas seulement un problème technique, c'est un problème de sécurité publique. Et il mérite donc des réponses, bien sûr. Ce que nous demandons, nous souhaitons, c'est un audit technique indépendamment sur l'état des murs et les options de réhabilitation, un rapport sur les contrôles réalisés depuis les 10 ou 20 dernières années, un plan de financement complet avant tout engagement de dépenses, et puis un calendrier précis de réalisation avec clause de révision budgétaire, bien sûr. Merci. Eh ben, écoutez, chers collègues, moi je pense qu'il ne faut pas polémiquer dans une difficulté. La situation est très claire, c'est-à-dire que pour la première fois depuis la construction de ce mur, vous l'avez dit, il y a 50 ans, nous avons étudié la structure du mur dans sa profondeur. Et pour la première fois, ces études ont été réalisées. Il n'y avait pas de raison de les faire avant, de vérifier la structure interne du mur. Pourquoi nous avons fait cela? Puisque nous souhaitions le couvrir, donc poser une charge supérieure, donc une couverture, une toiture, pour pouvoir, comme l'a dit Xavier Marifédou, jouer de nuit ou aussi dans des conditions d'intempéries mauvaises, de pluie. Voir s'il fallait étayer ou pas, mettre des pieds, etc. Et donc le fait de venir sonder la structure interne du mur a fait que nous avons découvert, à notre grande stupeur, l'absence au moins à 50% de ferraillage. Il aurait dû y avoir 2 rangées de ferraillage. Nous avons sondé la première moitié du mur et cela a suffi pour le bureau d'études, pour les experts, de recommander voilà, de manière impérieuse la mise en sécurité du mur pour éviter de faire prendre des risques aux utilisateurs de la pelote d'un côté ou du rugby de l'autre côté. Parce qu'un mur, ça peut tomber de part et d'autre en cas de grand vent ou de tempête. Donc oui, bien sûr, il y a eu des risques qui ont été pris pendant plus de 50 ans. Bien sûr, l'entreprise qui a réalisé les travaux n'a pas suivi les préconisations de l'architecte, puisque nous avons les plans de l'époque où il y avait bien 2 rangées de ferraillage. Donc cette entreprise qui n'existe plus, il y a plus de 50 ans, eh bien, a réalisé un ouvrage non conforme, extrêmement dangereux.
Donc nous avons pris nos responsabilités et nous avons mis en sécurité immédiatement le mur à gauche, malgré les conséquences dramatiques pour le club et pour le CAB Pelote. Et donc nous prenons également nos responsabilités, puisque ce club est un grand club et la pratique existe et est importante, et donc nous allons reconstruire le mur à gauche et faire les efforts financiers nécessaires. Donc vous aurez tous les détails de, évidemment, chiffrage réalisé par le service bâtiment, que je remercie d'ailleurs, la direction des bâtiments de la métropole, qui accepte de prendre un projet supplémentaire pour la ville de Bègles, hein, et donc à nommer dès la semaine d'après où nous avons appris cette très mauvaise nouvelle, mettre en place une équipe opérationnelle, à la fois les bâtiments et à la fois le sport. Voilà. Puis bien sûr, nous irons voir l'ensemble des partenaires pour des aides financières et des aides techniques, notamment, je pense au département et Jacques Reynaud, conseiller départemental du canton. Marc Chauvet. Oui, une petite intervention. Chers collègues, bonjour, bonsoir. Oui, parce que j'ai été délégué à la vie sportive, il y a d'autres élus ici qui l'ont été, et sachez, mais vous le savez, et puis j'ai été aussi responsable des équipements sportifs des différents lycées que j'ai dirigés. Et bien, il y a des normes, hein, c'est-à-dire qu'il y a des contrôles tout à fait spécifiques, obligatoires pour tous les équipements sportifs. Par exemple, pour les panneaux de basket, il y a des bureaux d'études qui doivent passer obligatoirement pour voir s'ils sont bien accrochés, etc. Donc, ces contrôles sont obligatoires et tout à fait normés. Bon, après, l'étude des structures internes des murs n'est pas prévue dans les contrôles périodiques qui sont obligatoires. Moi, je pense aux panneaux de basket, je pense aux murs au but de handball pour voir si et de foot s'ils sont bien accrochés, etc. Donc bon, Christian Bagat est bien au courant de cela en tant que président honoraire du CA Béglé, mais c'est sûr qu'au niveau structure interne, bon, à ma connaissance, il n'y a pas de contrôle obligatoire. Donc bon, c'est sûr que des risques ont été pris et donc c'est un mal pour un bien puisque c'est quand même un projet très intéressant de refaire ce mur à gauche et peut-être le fronton avec une couverture. Tant mieux pour ce club, mais les contrôles obligatoires sont faits de toute façon par rapport aux équipements sportifs suivant la réglementation. Jacques Reynaud. Oui, bonsoir à tous. Moi, j'avais juste deux petites questions. La première, puisque je suis effectivement conseiller départemental du canton Bègles-Villeneuve, et je pense surtout à l'école de Pelote, parce qu'effectivement, pour ce qui est des joueurs nationaux, internationaux, ils trouveront des créneaux sur d'autres structures. Par contre, je pense à l'école de Pelote. Est-ce que j'ai rencontré le maire de Villeneuve-d'Ornon l'autre jour sur une manifestation? Est-ce que nous l'avons contacté? Parce qu'il y a un rail qui peut effectivement recevoir l'école de Pelote. Et il m'a fait savoir, en effet, que c'était peut-être tout à fait possible. Donc, je transmets. Merci. Ça, je pense que ça a déjà été fait, hein, mais bon. Concernant, puisque on parle de la subvention du département, Martine Jardinet, ma binôme, qui est aujourd'hui vice-présidente en charge de la vie sportive au département, a déjà reçu le président de la section Pelote en présence du directeur des sports pour envisager, alors évidemment, selon nos règlements d'intervention, une possibilité d'aide, je ne sais pas encore, Xavier-Marie, on verra, mais en tout cas, ce qui a été évoqué par Monsieur le maire, en effet, des aides peut-être sur des structures privées, on pourra peut-être débloquer un petit peu d'argent en termes de fonctionnement pour aider cette structure. Ça a été fait. Moi, j'avais juste une dernière question. Je me questionnais sur le local cyclisme. Parce que le local cyclisme est accolé au fronton. Ouais. Au fronton, mais le fronton, il va être aussi, je suppose, refait. Non? Oui, on va le garder en l'état? D'accord. Parce que je discutais avec le président, Alain Barrière, qui s'inquiétait en effet, compte tenu de ce local, il a été construit par eux-mêmes pour un montant important, et ils s'inquiètent par rapport à ce local. Donc j'imagine que ça a été déjà travaillé. En effet, vous avez raison, il y a des effets dominos là, donc il y a le local du cyclisme qui est également utilisé en partie par la Pelote, donc il va falloir voir un peu toutes les conséquences. Et voilà, en tout cas merci. Merci des prises de contact. Nous allons avancer sur ce dossier. Christian Bagat. Mes chers collègues, monsieur le maire, merci. Je pourrais être exhaustif sur un sujet aussi important, parce qu'il est quand même, je vais l'emprunter à la médecine, pathognomonique de voir la situation que nous avons là sur le fronton. Elle peut se répéter ailleurs.
dans d'autres structures du CA Begley. Quand vous dites que les études, on s'est rendu compte juste maintenant de ça, c'est complètement faux. J'étais encore président en 2002. On avait déjà signalé qu'il y avait, au moment où nous avons construit avec les bénévoles de la section le foyer, nous avions à ce moment-là 2 grandes fissures qui étaient sur le fronton, 2 très grandes fissures que nous avions signalées et que nous avons colmaté avec des bénévoles, avec ce que l'on pouvait. Deuxième sujet, en ce qui concerne le ferraillage, est-ce que le ferraillage à l'époque était, il y a 50 ans, était le même qu'aujourd'hui? Je ne connais pas les textes, je ne suis pas architecte, je ne connais pas, donc je ferme ma bouche, je ne sais pas. Je suppose qu'il était le même, je ne sais pas. Mais en tous les cas, le mur a tenu 50 ans. Troisièmement, il est faux de dire que le mur va tomber sur la cancha. Il n'y a jamais une pierre qui est tombée sur la cancha. La seule chose qui est tombée sur la cancha, ce sont les filets. En ce qui concerne les pierres, oui, effectivement, c'est toute la partie qui est exposée aux aléas de la pluie et du vent, qui est exposée donc ancienne tribune, je sais plus comment. Non, à l'opposé de la Garonne, justement, c'est exposé à Océan. Voilà, c'est la tribune Océan qui est exposée et qui, elle, effectivement, s'effrite et il y a beaucoup de choses qui tombent. La preuve, c'est pas d'aujourd'hui, c'est que depuis plus de 2 ans, l'UBB a mis des bâches pour éviter que ça tombe sur leur terrain de l'autre côté. Donc, c'est pas aujourd'hui, c'est pas arrivé comme ça. Quand vous dites qu'il faut pas polémiquer, vous avez entièrement raison et nous n'allons pas polémiquer. On est là devant une situation inconfortable. Jackie a posé les vrais problèmes. On a le problème de la pelote pour les petits. Ça, c'est l'école. 40 gosses. Donc, voilà. Les grands, ils vont se démerder. Les anciens vont se débrouiller aussi. Deuxièmement, ça va leur faire donc un préjudice à la fois un peu moral par rapport à ça, mais la sécurité avant tout, et nous sommes d'accord. Le deuxième truc, c'est le cyclisme qui est juste adossé et qui est directement contre le fronton. Donc, a priori, on touche pas au fronton, monsieur le maire? On ne sait pas encore, hein. De toute façon, ça sera dans les travaux après, je suppose. Pas pour le moment. Pas pour le moment, mais bon. D'abord de la mise en sécurité du mur à gauche. Bien sûr, nous sommes d'accord. Nous sommes entièrement d'accord. Oui, on est dans l'urgence, mais je pense que il faut écouter le mouvement sportif quand il dit dans ces salles, dans des choses commencent à aller mal, parce qu'on aurait peut-être pu gagner un peu de temps, on aurait peut-être pu faire des choses. Et la dernière chose par laquelle je terminerai, c'est sur une perspective globale de ce que doit être le sport et les équipements sportifs sur Bègles, parce que, sauf erreur de ma part, sur Euratlantique, nous avons un fronton, alors ce n'est pas du tout dans le même secteur, qui aurait dû être reconstruit dans le cadre d'Euratlantique sur les terrains de la SPOM ou de la SNCF. Et ça remonte à plus de 15 ans, cette histoire, et il n'y a rien qui a été fait de ce côté-là. Donc là, je parle à Monsieur le Président d'Euratlantique. Il y a des choses qui ont été prévues, puisqu'ils devaient reconstruire des cours de tennis qui n'ont pas été reconstruits. Ils devaient reconstruire un fronton, ils devaient reconstruire une piste d'athlée qui était de l'autre côté, que Euratlantique s'était engagé à reconstruire. C'est toute cette globalité à laquelle il faut que nous pensions quand on est en train de construire et de reconstruire. Voilà. Alors, merci, chers collègues. Donc, sur le premier point, la présence de fissures et la chute de pierre. Ça, c'est plutôt l'état courant du mur en surface, où en effet, il faut pouvoir entretenir. Mais les experts nous disaient pas que c'était un problème structurel du mur. C'est qu'il ne pouvait pas s'effondrer du fait de chute de pierre ou de présence de fissures. Par contre, ça vient gêner la pratique de la pelote, où ça peut mettre dangereux s'il y a une pierre qui tombe sur la tête. Donc ça, évidemment, c'est l'entretien courant. Non, par contre, ce que nous ont dit les experts, c'est que s'il y avait un grand vent, en l'absence totale de ferraillage ou de 50%, on ne sait pas encore, on saura quand on le fera tomber, le mur, tout le mur pouvait tomber. Donc il y avait un vrai danger de sécurité. Sur le deuxième point, la reconstruction des équipements sportifs de Gade-Bourse, le long des boulevards, ce côté Bordeaux, qui appartenait à la SNCF, au CE de la SNCF, le comité d'entreprise, le CASI. Donc vous avez raison. Quand la SNCF a vendu les terrains à Euratlantique pour faire notamment le collège Belsier, la SNCF s'est engagée auprès du CASI à reconstruire des équipements socio-culturels sportifs. En l'occurrence, une salle polyvalente sportive et socio-culturelle, pour par exemple pratiquer des mariages ou des anniversaires. Donc ça, le permis de construire a été déposé et accepté en mairie. C'est vrai que ça a pris beaucoup de temps. Et il y a le deuxième volet qui est un fronton
et puis deux terrains de tennis de mémoire. Par contre, malheureusement pas la piste d'athlétisme qui fait 400 mètres, qui pourrait être en bon état, mais qui ne l'est plus malheureusement. Et donc ça, évidemment, pour l'instant, nous n'avons pas de permis de construire. Je crois que c'est pas encore dans le permis de construire. Oui, c'est ça. Donc c'est entre les mains de la SNCF et du quasi de la SNCF. Et nous sommes évidemment en discussion. Et nous, Ville de Bègles, nous sommes très favorables à ce que ces équipements sportifs puissent être construits sur le site de Dora, en premier chef pour les cheminots, mais après, s'il reste des créneaux, un partenariat avec la ville et les clubs sportifs béglais, bien sûr. Je vous propose de passer au vote de cette délibération qui est... Oui, allez-y. Juste parce que le dernier problème, c'est le problème des subventions. Donc, il y a pas seulement les pouvoirs publics, il y a aussi il n'y a pas que les collectivités territoriales, il y a aussi tout le mouvement sportif. Je crois que, sauf erreur de ma part, la pelote basque va rentrer dans les Jeux Olympiques aussi. Si j'ai bien, je crois que oui, je sais plus, il faut que je regarde. Donc, il y a aussi les différentes fédérations qui peuvent intervenir là-dessus. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Hein. Il y a des sommes qui peuvent être... voilà, c'est important. Merci, excusez-moi. Merci, vous avez raison. Hein. Et puis aussi, on pourrait aller voir si des partenaires privés pourraient aider à la construction de ce mur à gauche, pour être partenaire du club. Je propose de passer au vote qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 3, label Handiplage, convention cadre 2025-2030, Edwige Luc Bernet. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Comme vous le savez, nous avons à cœur de rendre la ville de Bègles toujours plus inclusive. C'est pourquoi je vous présente cette délibération qui a pour objet de reconduire notre engagement avec le label Handiplage dans le cadre d'une convention cadre de 5 ans. Puisqu'en effet, depuis 2020, la ville de Bègles est engagée dans un partenariat avec l'association Handiplage qui permet d'assurer un accès sécurisé et adapté à ces espaces de baignade et aux personnes à mobilité réduite. Donc au cours de ces 5 dernières années, ce label a permis d'améliorer significativement l'accessibilité des infrastructures grâce notamment à la mise en place de cheminements adaptés. Vous avez peut-être pu le voir sur l'évolution de Bègles-Plage, aux fauteuils amphibies et d'un accompagnement des usagers et d'une sensibilisation des équipes, notamment par la création d'une panoptique, également visible pour toutes les personnes en situation de handicap. Ce partenariat donc a également renforcé l'attractivité de la ville et son site et valorisé notre engagement en matière d'accessibilité. Juste pour faire un petit point sur les questions de handicap et d'inclusion, je voulais juste dire que vous avez remarqué également que sur la plaine des sports, sur la plage en tout cas, on a un nouveau jeu qui a été installé l'année dernière, qui est totalement inclusif et que c'est notre volonté désormais d'installer des jeux qui soient et qui permettent d'encourager les interactions entre les enfants de tout âge et de toutes conditions physiques et mentales. Donc désormais, tous les jeux qui sont installés sur notre commune sont inclusifs. Que nous avons également ajouté de la pose de mobilier urbain adapté PMR, comme les tables de pique-nique par exemple. Nous avons systématisé ces pratiques et vous rappelez juste un chiffre, c'est que 95% de nos bâtiments aujourd'hui sont accessibles aux personnes en situation de handicap, 95%. Voilà, je tenais à vous rappeler ces quelques éléments et donc je vous demande de bien vouloir renouveler ce label pour les 5 prochaines années. Donc il y a des frais de fonctionnement qui sont attenants à ce dispositif, mais qui sont de 300 €. Donc je pense à un engagement très modeste pour notre commune, pour le gain et pour l'accessibilité de toutes et tous. Merci. Merci, chers collègues. Y a-t-il une prise de parole? Christian Bagat. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup de ton intervention. Bien sûr qu'on va le voter. Je voudrais juste rappeler que, puisqu'il va y avoir des fauteuils, il faudra aussi qu'il y ait des parkings pour les voitures. Et c'est vraiment une plaie sur ce secteur-là. On a des difficultés énormes. Les habitants se plaignent
de beaucoup de bruit, des nuisances sonores qui sont procurées, donc il y a déjà ce problème. Mais il y a deuxièmement surtout les voitures qui tous les dimanches se garent sur les pistes cyclables et qui empêchent de passer pour les vélos, donc créant quelques dangers, créant quelque chose. Et donc en plus, bien sûr, pour les handicapés, il faudra qu'il y ait des places de parking qui soient adaptées. C'était juste une réflexion, mais bien sûr que nous votons pour. Et Julie Bernet? En effet, cet équipement est équipé de places PMR, mais voilà, il est très attractif ce lieu, on le sait. Je dois dire que c'est une question qu'on a souvent évoquée avec Vincent Boivinet dans le forum de quartier. On a beaucoup travaillé avec les habitantes et les habitants de ce secteur pour considérer, voir comment on pouvait les associer davantage à l'usage de cette plage, qui reste néanmoins un lieu auquel ils sont attachés. Donc, en effet, travaillons ensemble pour continuer à améliorer l'accès. Il y a quand même un espace de parking à proximité, qui est quand même assez étendu. Mais vous savez comme moi que si certains pouvaient se baigner avec leur voiture, ils le feraient, malheureusement. Donc, on essaie d'organiser. C'est un site quand même qui a connu énormément d'aménagements, qui a connu un aménagement de parking en proximité, des places PMR, une accessibilité identifiée. On a travaillé aussi sur un schéma directeur de la plaine des sports qui prend en totalité l'ensemble des équipements qui sont attenants à Bègle-Plage, comme tous les espaces sportifs et notamment les espaces de foot. Donc il y a un travail de réflexion globale qui nous a amené à repenser le site dans sa totalité en considérant effectivement la place de la voiture, la place du vélo et la place des piétons, en retravaillant aussi les chemins piétons pour accéder à ce site. Et donc c'est un travail qui a été accompagné, si Vincent veut en dire un mot, sur le forum de quartier et sur lequel nous avons une grande vigilance en effet. Bon, donc vous avez raison, il y a quelques nuisances. Vous avez parlé de la circulation ou du bruit. Alors on est très très sensible. C'est pour ça que les barbecues sont interdits. La musique amplifiée n'est pas autorisée. Également les déchets. Rappelez que sur le site de Bègle-Plage, comme dans les plages Océane, il n'y a pas de poubelle, c'est à l'entrée. Voilà, il y a des grands conteneurs à l'entrée, donc les gens doivent faire l'effort de ramener leurs déchets sur les conteneurs ou les ramener à la maison. Et puis dire quand même que c'est une plage qui vit bien. Bègle-Plage, ça fonctionne très bien, c'est familial. Maintenant, on croise plein de Béglais de tous les quartiers, quel que soit leur parcours, leur historique, leur ancienneté. Ça marche bien à leur âge. Donc on est très fiers d'avoir une des deux plages urbaines de l'agglomération. Voilà, d'ailleurs, je pense qu'à terme, il va falloir un petit peu agrandir, puisque c'est vrai que c'est en plein pic d'été, là, on pousse les murs un peu, si je puis dire, de Bègle-Plage. À une époque, on avait avancé sur la métropolisation des plages urbaines, parce qu'il n'y a pas que des Béglais qui s'y baignent, on sait bien, toute l'agglomération vient se baigner à Bègle-Plage. Bon, la métropole avait commencé à l'étudier, puis avait mis en pause au vu du nombre de projets qui arrivaient dans ces cas-là. Il y a au moins 5 ou 6 projets dans les cartons de collègues maires sur l'agglo. Bon, je pense que ça reviendra un jour ou l'autre. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle un revenu en nature de proximité. Voilà, donc c'est vraiment important. Et donc l'ouverture de Bègle-Plage, c'est d'abord les mercredis et les week-ends. Je crois à partir de, j'ai un doute, est-ce que quelqu'un peut m'aider? C'est ça, je crois. Mi-juin, c'est ça, mi-juin, 14 juin, merci. Et tous les jours, juillet, août. Voilà, chers collègues, je propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, numéro 4, Xavier Marie-Fédou, subvention exceptionnelle pour les 80 ans du Secours populaire. Oui, merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Vous connaissez tous le Secours populaire qui a été créé en 1945 et qui est implanté à Bègle depuis de longues années. Et vous connaissez donc son investissement pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. C'est sa vocation de tous les instants et de tous les jours. Donc pour cela, la ville de Bègle octroie au Secours populaire une subvention annuelle de façon à faciliter son fonctionnement, en plus du lieu qui lui est mis à disposition afin de pouvoir distribuer des ressources alimentaires et des objets et des vêtements de façon à venir en aide aux personnes qui en ont besoin.
À la faveur donc de ces 80 ans, le Secours populaire a souhaité faire un petit peu plus cette année, de façon à marquer cette date repère. Et donc cet événement sortait un petit peu du cadre quotidien de ce qu'ils ont l'habitude d'apporter comme service auprès de ces bénéficiaires, en organisant un moment festif, musical et gastronomique au début du mois de mai de cette année. Et donc pour cela, bien il leur fallait, en plus des bénévoles qui sont toujours investis, en plus de ce qu'ils font quotidiennement dans cette organisation, quelques moyens. Ils ont fait appel à des entreprises privées et aussi ont demandé une contribution de la part de la commune à hauteur de 1 000 €, de façon à ce que les bénéficiaires de ce service du Secours populaire puissent bénéficier de cette journée festive qui, j'en étais témoin, s'est très bien déroulée, a été très appréciée de la part donc des personnes qui ont pu avoir cette belle journée qui était en plus très ensoleillée. Donc l'objet de cette délibération, c'est de confirmer que le Secours populaire peut bénéficier de 1 000 € supplémentaires pour les soutenir. Merci. Y a-t-il une prise de parole? Ça paraît bien. Alors, on propose de voter. Si, Christian? Juste, je me déporte, hein, c'est tout. Comment? Il se déporte. Vous vous déportez. Alors, ok. Qui est favorable à la qui est favorable à la délibération? Unanimité, moins le déport de Christian Bagat. Délibération numéro 6. Aide à l'achat d'un système d'alarme ou de... Excusez-moi, délibération numéro 5 d'abord. Subvention exceptionnelle pour l'Union française des associations des combattants et des victimes de guerre. Xavier Marifedou. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, l'Union française des associations des combattants et des victimes de guerre organise en septembre 2025 une sortie mémorielle à la Teste de Buch au lieu du cimetière des Sénégalais pour rendre hommage aux soldats africains et des territoires d'outre-mer morts pour la France. Donc ce déplacement nécessite d'affréter un bus pour les personnes qui souhaitent se rendre sur ce lieu et sollicite de la commune pour les aider à financer ce projet là aussi qui est hors norme par rapport au fonctionnement de l'association et demander donc une contribution exceptionnelle de la ville pour cela. Et donc l'objet de cette délibération est d'octroyer une subvention exceptionnelle de 100 € pour pouvoir contribuer à la réalisation de ce projet, sachant qu'il y a d'autres acteurs qui sont aussi sollicités pour cela. Merci. S'il n'y a pas de prise de parole, je mets aux voix. Prise de parole, Christian? Allez-y. Je suis désolé. Je suis désolé. Tout à l'heure, il y a Edwige qui est intervenu en disant que certes, les engagements sont modestes, on fait ce qu'on peut, etc. En la circonstance, l'engagement, il n'est pas modeste, il est très modeste. On parle d'anciens combattants, je l'ai déjà dit à Xavier Marie dimanche, c'est pas possible, quoi. On leur donne 100 balles, on leur dit, je pense qu'on a plus de dépenses avec les délibérations que nous en avons pour eux. Il s'agit quand même de quelque chose de mémoriel. Il s'agit en plus de quelque chose de symbolique. Il s'agit quand même des tirailleurs sénégalais et africains que l'on va honorer, de gens qui sont morts pour notre liberté. On leur donne 100 balles? Réfléchissez les copains, moi je sais pas là. 100 balles on donne. Voilà, c'est tout. Ils ont un déplacement en bus, ils se sont payés au Radour-sur-Glane 1 000 €. Là, ils ont 600 € à dépenser. On leur donne 100 €? Mais bien sûr qu'ils ont d'autres subventions, Jackie, je t'ai entendu. Mais symboliquement, Jackie, 100 balles. Non, ils ont pas. Non, alors je vais vous dire, moi je sais ce qu'ils m'ont dit, c'est pas ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé le devis de 600 € qu'ils ont fourni pour la subvention. Je vous dis que cela. Je dis maintenant, chacun a sa mémoire. Je vote contre parce que 100 balles, j'ai honte. Xavier Marifedou, une réponse. Oui, donc je pense qu'il faut reprendre les choses dans un contexte plus global. D'une part, bon, je vous rappelle que même s'il s'agit de 100 €, c'est quand même 100 € pour la ville comme pour l'Union des Françaises des associations des combattants. Vous savez que nous avons voté un budget qui est très contraint, que nous avons des recettes de la ville qui sont de plus en plus affaiblies, donc il faut quand même en tenir compte, que nous avons quand même fait un choix lors du budget 2025 de maintenir les subventions aux associations à la hauteur où elles étaient, ou en les augmentant pour certaines
certaines, alors que la plupart des communes font exactement l'inverse parce qu'elles ne peuvent plus assurer ces subventions auprès des associations, et que quelque part dans la proportion, nous avons augmenté par cette subvention exceptionnelle de 50% la subvention annuelle que nous apportons à cette association, ce qui, on l'a ramené à toutes les associations qui font une demande exceptionnelle, nous mettrait dans une situation quand même très délicate si on devait augmenter de 50% toutes les subventions exceptionnelles. Et enfin, je terminerai par dire que cette association a des réserves et que ces réserves, eh bien, il faut qu'elles servent parce que ces réserves étaient constituées par de l'argent public et que l'argent public, il n'est pas fait pour être thésaurisé. Écoutez, moi je suis très fier et très heureux d'avoir ces associations d'anciens combattants très actives qui organisent les commémorations officielles de la ville. Là, il y a un renouveau, maintenant ils organisent des voyages, donc ils vont avoir un planning annuel, on va pouvoir continuer à discuter avec eux pour pouvoir adapter la subvention municipale au plus près. Et en tenant compte des contraintes municipales. Donc, s'ils ont des difficultés à la fin de l'année du fait de ce voyage ou d'un autre, nous serons là. Voilà, on sera là. On va pas les mettre en difficulté financièrement, mais ils ont, à ma connaissance, ils n'ont pas demandé 600 €. Hein. Ils ont une réserve, une trésorerie et ils ont d'autres partenaires. Oui. Voilà. Donc, il y a un très grand respect des associations. Ne nous faites pas dire ce que nous ne disons pas. Christian Bagat. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Xavier Marie. J'ai été président d'association pendant très très longtemps. Heureusement qu'on économise un petit peu et que l'on se produit de l'argent. Il faut jamais oublier que l'argent que nous produisons, quand on parle de vie associative, c'est l'argent qui vient de trois parties qui sont complètement différentes. Il y a les collectivités territoriales, il y a les partenaires et il y a les cotisants. Et c'est des tiers que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Tu peux pas dire ça. Si, tu peux le dire parce que t'es là, t'as le droit. Mais c'est pas ça. C'est parce que tout simplement, nous avons besoin de faire attention et nous avons besoin quand les choses, la saison est moins bonne, que l'on puisse arriver à faire des choses. Donc c'est pas non, c'est pas le bon sujet, c'est pas la bonne façon d'aborder ce sujet-là. Non, je suis pas d'accord. Mais c'est mon opinion. Très bien, chers collègues. Bon, nous avons débattu. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Le groupe Espoir Begley. Délibération adoptée. Délibération numéro 6. Aide à l'achat d'un système d'alarme ou de vidéosurveillance pour prévenir les intrusions. Pascal Labadie. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Je vais être un peu plus exhaustif que d'habitude. Je pense que cette délibération le mérite. La délinquance est une plaie dans notre société et parmi ces plaies, il en est une qui est extrêmement traumatisante, c'est le cambriolage. Certains de ceux qui l'ont subi le décrivent comme un viol et pour tous, de toute façon, il s'agit d'une intrusion forcée dans son foyer et dans sa propre vie. Au sortir du de la Covid, Bègles a été frappé par une vague de cambriolage sans précédent. 318 sur une seule année. Ça s'expliquait surtout en grande partie par l'installation sur notre commune de groupes de jeunes étrangers en errance et cela devenait tellement problématique que ça a conduit à la création sur Bordeaux d'une unité de police spéciale qui était unique en France pour traiter le phénomène. L'année suivante, nos propres ratios se sont très améliorés. Par contre, d'autres villes de la métropole subissaient à leur tour une recrudescence des cambriolages au gré des déplacements de ces JEE, de ville en ville et de squat en squat. Depuis cette période, le nombre de cambriolages sur la métropole est resté sur des niveaux bien supérieurs aux années d'avant Covid. Et Bègles ne fait absolument pas exception. Nous sommes une ville de la première couronne située très près de la ville-centre qui paye elle-même un lourd tribut au cambriolage. Le secteur le plus visité, entre guillemets, est le quartier nord-ouest qui se situe à 5 minutes à peine de la gare de Bordeaux en tram. Mais tous les quartiers pavillonnaires sont impactés, quel que soit l'endroit de la ville. Et même si nous avons une baisse entre 2023 et 2024 d'environ 8% des cambriolages, nous ne pouvons pas nous satisfaire de tels chiffres. Ce constat fait, que faisons-nous et qu'avons-nous initié ? Je veux juste vous rassurer, nous ne sommes pas dans le déni et nous ne l'avons jamais été. La tranquillité des Béglés est une priorité de la municipalité et ma priorité. Si elle ne l'était pas, les Béglés que je reçois en audience me le rappelleraient chaque semaine. La délibération que je vous présente aujourd'hui est un des maillons et
probablement pas le dernier, d'une chaîne que nous avons commencé à construire à l'initiative de Monsieur le maire dès la fin du dernier mandat avec la création de la police municipale. En 2021, la ville de Bègles, par son maire, proposait la création d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, CISPD. Cela nous permettrait de mutualiser les enjeux de tranquillité publique à l'échelle de la métropole et de mettre en commun un certain nombre de moyens. Nous nous sommes associés à la ville de Bordeaux pour demander l'affectation à demeure d'une compagnie de CRS pour pallier au déficit du nombre de policiers sur l'agglomération et permettre de renforcer les missions d'îlotage de la police nationale. Dès 2023, et devant les mauvais chiffres que nous subissions sur les cambriolages, les patrouilles sur la ville, tant du côté de l'APN que de la police nationale que de la police municipale, ont été augmentées. Et en 2025, nous avons même obtenu qu'elles soient encore augmentées côté police nationale. Nous avons entre-temps recruté un nouveau policier municipal et cette année, pour la période estivale, période critique pour les cambriolages, nous allons mettre plus de bleu dans les rues. Les missions de la police municipale et des agents de surveillance de la voie publique, les ASVP, vont être tournées vers l'îlotage dans les quartiers. Pour ces derniers, nous allons alléger la surveillance des zones bleues, le stationnement étant moins problématique dans cette période, et nous allons y adjoindre 2 renforts sur les 3 ou 4 mois d'été. Pour information, 75% des cambriolages ont lieu en pleine journée, et il est important d'avoir tous nos effectifs en surveillance, en plus des effectifs de police. Sur les cambriolages, nous travaillons depuis le début de l'année avec les comités de quartier sur une signalétique et des flyers sur les bonnes pratiques à adopter quand on est absent. Cela peut donner l'impression d'être un peu donneur de leçons, mais il faut savoir qu'en 2020, par exemple, plus de la moitié des cambriolages étaient faits sans effraction et qu'il reste sur les rapports hebdomadaires que nous recevons de la police nationale un nombre non négligeable de ces sans effraction. Grâce aux comités de quartier et aux associations, nous souhaitons relancer le dispositif participation citoyenne. Alors, je profite, puisque nous sommes retransmis, pour faire un peu de pub sur un dispositif que certaines communes utilisent et qui semble donner, du point de vue des villes qui l'utilisent, de la police et de la gendarmerie, parce que ce n'est pas exclusivement police, de très bons résultats. De quoi s'agit-il? Nous voulons recruter des citoyens référents dans leur rue, leur quartier, qui seront formés par la police nationale et qui auront un rôle de lien entre la population et les institutions, la police nationale, la police municipale et la mairie, via des accès privilégiés. Certaines communes, par exemple, utilisent des applications de chat où seuls les référents ont accès pour consulter les remontées faites par les référents, et dans le sens inverse pour donner des infos particulières. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se passe dans un quartier, que tout de suite, ça se transmette sur les autres quartiers pour inciter à être vigilant. J'en ai presque terminé, mais j'ai encore une petite information à vous donner, même si le maire en a déjà parlé. Le mardi 10 juin à 18h, salle Jean Lursa, nous organisons avec la police nationale le premier forum de la tranquillité publique. Je vous invite tous et toutes à venir livrer vos témoignages, pousser un gentil coup de gueule, et nous l'espérons avoir des volontaires pour participation citoyenne. Tout cela nous amène à la délibération de ce soir, et si elle n'est en aucun cas l'alpha et l'oméga du cambriolage, elle est en rouage supplémentaire. Nous allons proposer pour toute installation d'un système d'alarme ou de vidéosurveillance de sa résidence principale, je tiens à le préciser, une aide à l'équipement de 100 € par foyer. Elle sera réservée aux 100 premiers foyers qui en feront la demande, et ce, jusqu'à la fin de l'année 2025. Voilà, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire, mais je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Bon, c'est un sujet qui, évidemment, nous concerne toutes et tous. Pascal Labadie l'a bien dit, hein. Malgré une baisse de 8% entre 2024 et 2023, on ne se satisfait pas de cette baisse, puisque le niveau est élevé en Gironde et sur la métropole. Quand on regarde les chiffres métropolitains, on peut voir que la Gironde et la métropole a augmenté, comme l'a dit Pascal Labadie, très sensiblement, de manière très importante, l'ensemble des faits. Donc il y a un enjeu métropolitain. Vous le savez, les malfrats ne s'arrêtent pas aux limites communales. Ils utilisent les transports en commun, notamment, mais pas seulement.
Et donc, il y a un déficit d'organisation métropolitaine sur ce sujet, ou intercommunale, puisque les compétences sont des compétences municipales. Et déjà en 2021, j'avais écrit à l'ensemble des maires et au préfet pour appeler à la création d'un CISPD, c'est-à-dire d'une instance intercommunale, à minima, qui permettrait de coordonner les actions municipales et la police nationale en termes de prévention de la délinquance et de la sécurité. Ce sujet a de nouveau été abordé à ma demande en bureau de métropole la semaine dernière. Et l'ensemble des maires ont prêté une oreille plus importante à ce sujet. Également, j'ai bien senti une envie collective de, peut-être pas d'aller jusqu'au CISPD, hein, qui si on a jusqu'au bout de la démarche. Moi, je pense que c'est la bonne solution, mais les esprits sont pas encore mûrs. Ça reviendrait à déléguer une partie du pouvoir de police des maires à une instance métropolitaine. Mais en tout cas, une mise en commun et une cohérence des actions dans ce domaine de la sécurité, de la tranquillité publique et de la prévention. Et également un soutien fort de la part des 27 maires de la métropole aux côtés du maire de Bordeaux pour avoir une compagnie de CRS à demeure sur la métropole. Ça manque énormément. Le maire de Bordeaux a obtenu une demi-compagnie de CRS en la réclamant de manière forte et répétée. Malheureusement, cette demi-compagnie de CRS, je crois, est repartie, puisque nous savons, la police nationale est sous-dotée. Il y a un problème de dotation, d'effectifs et de moyens, notamment pour les missions du quotidien, de l'îlotage. Malheureusement, c'est le président Nicolas Sarkozy qui avait supprimé la police nationale du quotidien et elle nous manque. Donc les communes ne peuvent pas faire face seules. Elles font partie d'un rouage, du continuum de sécurité, mais par contre, elles ne peuvent se remplacer les moyens nationaux. En 2018, élu maire depuis moins d'un an, j'avais pris mes responsabilités. Vous vous en souvenez, chers collègues, nous avions créé le service de prévention, médiation, tranquillité publique, avec la création de la police municipale, des agents de surveillance de la voie publique, qui donne ses fruits. Nous renforçons cet été, puisque c'est malheureusement en journée et pendant les vacances que le maximum de cambriolages ont lieu. Et nous expérimentons, à l'instar d'autres communes de la métropole, je crois que nous sommes la deuxième, donc d'une autre commune de la métropole, une aide à l'achat, à des systèmes, comme l'a dit Pascal Labadie, d'alarme, pour venir compléter ce dispositif. Donc à la fois un effort public, on vient renforcer le service, et une aide à l'effort privé, en quelque sorte, de sécurisation des domiciles, et principalement les échoppes et les pavillons, hein, puisque les appartements sont beaucoup moins touchés. Voilà, chers collègues, ce qu'on propose ce soir. Y a-t-il des prises de parole? Mohamed Mishrafi. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Mon collègue Abadi, il est tout à fait évident que nous comprenons ton implication et nul ne doute donc finalement de ton engagement dans ce domaine-là. Hein. Donc, une première remarque, vous avez cité le chiffre de 8%, j'ai essayé de le trouver, je ne suis pas arrivé. Donc si vous pouvez m'aider, ça arrangerait bien ma curiosité, hein, puisque moi, d'après les statistiques de la délinquance donc du ministère de l'Intérieur est à 4001. Donc je vois qu'en 2023, il y a 233 cambriolages de logements. En 2024, il y a 227. Donc une toute petite baisse de 2,5%. On est loin de 8%, mais peut-être que vous avez d'autres chiffres que je n'ai pas. En tout cas, vous nous demandez de voter une délibération qui, sous couvert de sécurité, ressemble davantage, je dirais, à un pansement sur une plaie ouverte, et vous l'avez bien dit vous-même, qu'à une véritable stratégie de prévention. Une aide de 100 € pour 100 foyers dans une ville de plus de 30 000 habitants, c'est une mesure symbolique, presque dérisoire, face à l'ampleur du problème.
Pourquoi? Parce que les chiffres sont là, implacables. En 2024, Bègles est la deuxième ville la plus touchée par l'insécurité en Gironde. Deuxième ville. 1925 crimes et délits pour 30 968 habitants. C'est un taux de criminalité bien supérieur à celui de Talence, de Villeneuve-d'Ornon, de Lormont, sont la deuxième. Et pourtant, vous nous proposez une mesurette à 10 000 euros. Je pense que c'est sans ambition. En 2024, 227 cambriolages de logements ont été recensés à Bègles. Cela fait près d'un cambriolage tous les 2 jours. Je ne parle pas de la tendance sur les 8 dernières années où il y a une hausse de 30% dans ce domaine. Ce n'est pas un sentiment d'insécurité, c'est une réalité. Et je crois que vous avez intégré cette dimension-là. Mais revenons quand même aux délibérations, puisque vous nous demandez quand même de délibérer sur le système d'alarme et de vidéosurveillance. Cette aide, c'est un privilège pour ceux qui ont déjà les moyens. Les foyers les plus modestes, eux, n'ont pas 300 ou 400 euros à avancer pour installer une alarme, même avec un remboursement de 100 euros. Résultat, on creuse les inégalités, on protège les plus aisés et on laisse les autres sur le carreau. Pour moi, c'est une politique à 2 vitesses, profondément injuste, et je ne comprends pas comment donc une majorité de gauche puisse donc finalement s'engager dans cette voie. Ce que nous demandons, c'est de repenser quand même cette délibération, c'est de l'inscrire dans une véritable stratégie de sécurité partagée qui ne laisse personne de côté, car la sécurité, ce n'est pas un privilège, c'est un droit, et ce droit doit être garanti à tous les Béglais sans distinction, et non pas aux 100 premiers. Merci. Alors, merci, chers collègues. Donc, je vous propose de ne pas rentrer dans une bataille de chiffres. Nous, les chiffres que nous donne la police nationale nous amènent, on pourra vous les donner, à une baisse de 8% entre 2023 et 2024. Et nous mettons en œuvre tous les moyens pour que cette baisse continue et soit importante. Que ce soit la ville de Bègles, mais aussi, et en premier chef, la police nationale. On est bien d'accord que c'est d'abord le rôle de la police nationale dans le cadre du CLSPD, donc le lieu partenarial avec la ville de Bègles, le service de prévention, médiation, tranquillité publique, mais aussi les différents services qui œuvrent à la prévention, service jeunesse, mais aussi les partenaires, par exemple la PSB, l'association de prévention de la délinquance béglaise, sous l'égide du département, mais aussi le GIP Bordeaux Métropole Médiation. Nous sommes une des rares communes à faire appel au GIP pour avoir des agents, 2 agents ou 3 agents, plus que 2. Ah oui, il y a deux villes, il y a Bordeaux et Bègles. Okay. C'est Pascal Labadie qui siège pour la ville. Nous avons donc 3 personnes, 4 personnes, je crois, qui rayonnent dans Bègles pour venir prévenir les conflits de voisinage et les incivilités, et qui font aussi de la veille, évidemment. Nous avons mis en place, il y a peu, vous vous en souvenez, le rappel à l'ordre. Voilà, régulièrement, nous le mettons en place, que ce soit Pascal Labadie ou moi-même. Nous avons aussi un dispositif de prévention d'accompagnement sur les violences sexistes et sexuelles, notamment Demandez Angela, pour l'espace public. L'ensemble des lieux municipaux ont été formés. Maintenant, nous allons travailler avec l'ensemble des restaurants et bars et cafés de la ville. Sachez qu'il y a, et on n'en parle pas assez, et on devrait en parler plus, ce sont les violences intrafamiliales qui, en France, augmentent le plus, partout en France, post-Covid. Donc ça interroge sur la santé psychiatrique, psychologique de nous-mêmes, de nos concitoyens, puisque ces violences augmentent très fortement. Et d'ailleurs, nous voyons régulièrement dans la presse
des appels à l'aide des lieux spécialisés, des hôpitaux psychiatriques, qui disent qu'ils sont complètement débordés. Qu'en 2 jours, ils font le quota de plus d'une semaine. Donc nous allons travailler également sur ce sujet. Et enfin, cette délibération, ce n'est pas que, mais c'est important, l'expérimentation du DEN à l'achat pour des dispositifs de protection des domiciles individuels, type alarme ou vidéosurveillance, mais c'est aussi, on vous l'a dit, un renfort humain. Un renfort humain, que ça soit un policier municipal qui est en cours de recrutement, qui a été recruté, il va arriver, et également 2 agents de surveillance de la voie publique, pour la période notamment estivale. Et enfin, un renfort et une redynamisation d'un dispositif de participation citoyenne que nous avons déjà mis en place avec notamment les comités de quartier que nous allons développer pour avoir des habitants référents, béglais, assermentés en quelque sorte. Voilà, ils signent une charte avec la police nationale et le parquet pour pouvoir être en quelque sorte des habitants référents si on voit qu'il y a un groupe de personnes qui tirent les sonnettes en proposant du démarchage qui n'en est pas mais qui est du repérage, ou se faisant passer pour des agents municipaux pour venir contrôler par exemple l'état sanitaire des bâtiments. On nous l'a signalé pas plus tard qu'il y a 15 jours. Ces habitants qui sont référencés, s'ils appellent la police municipale ou la police nationale, leur parole a évidemment plus de poids et une réactivité beaucoup plus forte. Voilà. Et pour continuer à travailler sur continuum de sécurité, puisque c'est comme ça que maintenant le ministère l'appelle, nous avons décidé aussi de mettre en place un forum, Pascal l'a dit le 10 juin prochain, pour donner les lignes de conduite de l'ensemble des partenaires, qui sera co-organisé avec la police nationale et avec le parquet. Voilà ce que vous proposons, mes chers collègues. Et enfin, par rapport à la méthodologie de l'aide, on a décidé de faire simple, dans un premier temps. On aurait pu, c'est vrai, comme d'autres aides municipales, d'indexer l'aide à l'achat des alarmes, des systèmes de vidéosurveillance aux quotients familiaux, par exemple. Oui, c'est vrai. On a eu le débat et on s'est dit que pour la première fois, on allait faire simple. Et que s'il y avait un engouement très fort, on verrait à faire évoluer le dispositif, comme vous le dites, par exemple, avec une péréquation un peu différente. Mais sachez que les personnes qui ont des moyens très importants sur Bègles, les classes supérieures, ils sont déjà équipés, à vrai dire. Donc en fait, là, on vise vraisemblablement et en majorité la classe moyenne. Et pour les personnes qui ont des revenus très modestes, nous avons aussi toute une série de dispositifs d'aide financiers que ces personnes connaissent bien, que ce soit au CCAS ou dans d'autres dispositifs, et nous viendrons évidemment les épauler. Enfin, je ne crois pas que le règlement facultatif du CCAS intègre la mise en place d'alarmes. Le budget, malheureusement, le permet pas. Bon. En tout cas, c'est une première étape dans un dispositif global, vous l'avez bien compris, et nous allons aussi fortement activer l'échelon national et l'échelon métropolitain pour aller vers un lieu de coordination plus intégré pour l'ensemble des polices nationales, de la police nationale, de la gendarmerie, parce qu'une partie de la métropole est sous gendarmerie, et des polices municipales, et également peser collectivement l'ensemble des 28 maires, la présidente de la métropole. On pourrait solliciter aussi le président du département et les conseillers départementaux pour demander cette compagnie de CRS. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que ça libère des tâches de maintien de l'ordre, notamment lors de manifestations, la police nationale, qui peut se recentrer sur ses missions premières, à savoir l'îlotage et l'enquête, notamment. Pascal, continue, tu peux compliquer. À ce propos d'une compagnie de CRS à demeure, elle aurait un énorme avantage. Alors ça, je vous le livre parce que j'ai appris ça, je fais le savant, mais j'ai appris ça la semaine dernière. C'est que, par exemple, pour faire bouger les gens du voyage, et en ce moment on est très impacté, la police nationale a besoin d'une compagnie de maintien de l'ordre, que ce soit des CRS ou des gendarmes mobiles, et on ne peut pas les sortir s'ils ne sont
pas présents. La semaine dernière, il devait faire partir les gens du voyage qui sont sur le parking d'Alinéa. Ça ne s'est pas fait parce que le ministère a refusé, enfin, ils étaient pris ailleurs, hein, sûrement, mais n'ont pas pu faire venir une compagnie de CRS sur Bordeaux pour pouvoir le faire. Et donc, effectivement, l'avoir à demeure nous permettrait de pouvoir la mobiliser pour ce type d'intervention aussi à tout moment. Voilà, donc être maître dans la métropole et pas dépendre du bon vouloir du ministère qui a refusé l'octroi de la force d'une équipe, d'une demi-compagnie de CRS, la veille au soir. Donc, depuis, on a réussi, mais c'est vrai que ça veut dire que la veille au soir, on peut pas savoir si les évacuations, le service de maintien de l'ordre peuvent avoir lieu. Christophe Thomas. Monsieur le maire, chers collègues, en fait, cette délibération, elle nous appelle plusieurs questions. C'est déjà quel est le rôle de la collectivité dans cet exercice. Là, ce que la collectivité dit, c'est, voilà, pour les 100 premiers, on va vous aider à vous équiper. On ne dit pas qu'on vous aide à financer tous les mois 20, 30 euros d'abonnement. Donc, quand on parle des foyers et des classes moyennes, il faut se dire qu'ils vont payer autant au téléphone qu'en vidéosurveillance. Donc, c'est un moment où, sur la forme, voilà, on invite, certes, à s'équiper, à minorer le coût de l'équipement, mais une fois l'équipement fait, il faut qu'il y ait cette vidéosurveillance. Il faut que le système d'alarme soit maintenu. Donc, il va y avoir des coûts de fonctionnement et qui sont assez significatifs. Après, je reviendrai pas sur l'histoire des 100 premiers. On a déjà eu le débat sur les récupérateurs d'eau de pluie, sur les vélos. Enfin, simple, ça ne veut pas forcément dire que le quotient familial ce soit si compliqué. Et on pense que justement, on sait que vous avez, par le travail dans CCAS, la possibilité d'identifier des gens qui en ont particulièrement besoin. Donc, je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus efficace dans le sens où on cible davantage. Et nous, après, c'est sur la forme, c'est un moment, ce n'est pas le soutien public, c'est juste débrouillez-vous, équipez-vous. Alors que la vidéosurveillance, elle peut prendre des formes collectives. Et c'est là où nous, on pense qu'il y a un biais et qu'aujourd'hui, on ne veut pas investir dans des moyens collectifs qui serviraient aux forces de police et qui aideraient l'ensemble. Donc l'investissement des 10 000 euros qui est mis expérimentalement cette année et on verra combien l'année prochaine, pourrait servir à d'autres choses. Voilà. Écoutez, nous verrons la conclusion de cette expérimentation avec l'autre commune qui le fait sur la métropole. Et on verra faire évoluer le dispositif, évidemment, si nécessaire, comme les autres dispositifs municipaux. Mais vous avez bien compris que c'était un dispositif dans une politique globale. Je propose de passer au vote. Jacques Reynaud. Ça marche. Non, pendant ce débat-là, je me disais que, comme on a évoqué effectivement les carences de l'État, et on a pourtant un ministre de l'Intérieur qui est quand même un shérif plus, et je regardais un peu les villes où il y a une gouvernance un petit peu dure, un petit peu, voilà. Notamment les villes RN. C'est intéressant parce qu'on compare souvent en disant, eux, ils mettent ce qu'il faut pour que la sécurité soit assurée pour les usagers. Ben, je prends l'exemple d'Hénin-Beaumont, qui est une ville intéressante quand même, parce que c'est à peu près la même population que nous. Ils ont exactement le même nombre de crimes et de délits, le taux de criminalité à 68 pour 1000 habitants. Ce qui pose la question que disait Christophe Thomas à l'instant, de la globalité de la prise en charge de ce problème. Alors c'est vrai que c'est un élément peut-être qui peut paraître gadget, mais ça s'associe à plein de choses. Je pense que le problème de la sécurité, ça va bien au-delà des polices et des polices municipales ou des autres. Ça va d'abord par la prévention et l'éducation, et les moyens, il faut les mettre en amont. On est tous d'accord là-dessus. Et j'ai l'impression quand même que l'État s'est fortement désengagé de ces secteurs éducatifs et de prévention. Tout à fait, chers collègues. Je souscris à vos propos. Christian Magat ? Ouais. Et je voulais, Jackie m'interpelle dans ses propos. Qu'on compare aux autres, à la limite, c'est le problème
la commune de... Moi, c'est la mienne qui m'intéresse, c'est celle dans laquelle nous vivons, Jackie. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a une souffrance, et ce que nous avons simplement voulu dire, et que nous insistons là-dessus, c'est qu'on aurait dû avoir un apport collectif et non pas individuel, donner une réponse collective à un problème collectif, et pas des réponses individuelles à un problème collectif. Voilà, c'est tout. Eh ben, nous faisons les deux, nous faisons tout. Nous faisons le collectif, le public, mais aussi les bonnes pratiques individuelles, c'est extrêmement important, ça permet de réduire très sensiblement le nombre de cambriolages. Que ce soit pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. D'ailleurs, on n'a pas évoqué ce sujet, mais c'est un vrai sujet également. Je propose de passer au vote qui est pour, qui s'abstient. Abstention du groupe Espoir Begley. Délibération adoptée. Délibération numéro 7, mise en régie de la Cité-Cirque, Nadia Benjeloun Makali. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Donc, depuis sa création, la Cité-Cirque de Bègles incarne une ambition forte en faveur du cirque contemporain et aussi du spectacle vivant. Alors, comme vous le savez, c'est implanté dans le quartier des Terres-Neuves et progressivement, c'est devenu un pôle artistique identifié à l'échelle locale et métropolitaine. On peut en être fier. Et grâce à une programmation de grande qualité, innovante et puis accessible, avec un fort ancrage territorial, une démarche artistique résolument ouverte. Alors jusqu'ici, c'était porté en partie par l'association Créac et la Cité-Cirque bénéficiait du soutien constant de la ville, tant sur le plan financier que par la mise à disposition d'agents municipaux. Et depuis plusieurs années, nous avons mené une réflexion sur l'évolution de notre stratégie culturelle et les modalités de soutien à ce projet. La municipalité a donc décidé d'intégrer la totalité de la Cité-Cirque au sein du service vie culturelle de la ville à travers une gestion en régie municipale. Alors cette transition qui interviendra au 1er janvier 2026 répond à plusieurs objectifs. Garantir la pérennité du projet en assurant la continuité des financements sans augmentation budgétaire, clarifier les missions culturelles de la ville en consolidant nos équipements existants, préserver l'identité singulière de la Cité-Cirque, c'est très important, en concertation avec, bien sûr, les équipes artistiques et aussi la direction de la communication, renforcer le rayonnement et la reconnaissance du lieu via, par exemple, un conventionnement qui est en cours avec la métropole et la DRAC sous le label scène conventionnée d'intérêt national, art en territoire pour les arts de la piste. Donc, la dissolution de l'association Créac a été actée le 5 mai 2025 et qui permet le transfert du matériel et de fonds à la ville tout en facilitant l'intégration totale des agents municipaux précédemment mis à disposition, je le précise partiellement. Donc, les lieux, les modalités, le projet restent inchangés, ce qui garantit une parfaite continuité du service. Et la Cité-Cirque poursuivra ses missions essentielles, qui est d'accueillir des spectacles sous chapiteaux et des résidences artistiques, de proposer une programmation pluridisciplinaire, parce qu'il y a du cirque contemporain, mais il y a aussi de la musique, des arts graphiques, il y a aussi de la danse, des formes hybrides. Ce qui nous tient aussi à cœur, c'est de mener des actions de médiation culturelle avec notamment les établissements scolaires, les associations, les centres sociaux, pour démocratiser l'accès à la culture et de développer une démarche, en tout cas de poursuivre une démarche éco-responsable dans son fonctionnement en cohérence avec les engagements de la ville. Par exemple, récemment, nous avons eu la compagnie Kaba qui est restée sur une implantation longue, c'est une démarche aussi éco-responsable. Et cette compagnie avait proposé un projet douar. Dans le terme, douar veut dire faire du lien entre les habitants. Je dirais que il y a eu vraiment une animation en ville très large. Ça crée du lien social. Y ont participé des enfants, du périscolaire, des collégiens, des habitants qui se sont initiés à la pratique du cirque, ont pu se produire aussi avec les circassiens. Donc cette mise en régie municipale s'inscrit pleinement dans notre volonté de soutenir les lieux de création engagés, puisque nous soutenons aussi des résidences d'artistes circassiens, d'ancrer les pratiques artistiques dans la vie de la cité et de garantir à long terme la vitalité culturelle de la ville. Donc il s'agit donc avec cette délibération d'adopter la mise en régie municipale de la Cité-Cirque. Voilà. Merci, chers collègues. On peut dire que on va continuer notre objectif fort de développer notamment du cirque contemporain sur la commune de Bègles, à la fois exigeant,
mais également accessible au plus grand nombre, ouvert à toutes et tous, et bien sûr sans animaux. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 8, Pierre Wallet. Convention de mise à disposition d'un terrain au profit de l'association des Jardins Girondins. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc cette délibération porte sur un terrain qui est à proximité de Bel Air, Terre Sud. Pour vous rappeler l'historique, en fait, la ville a acquis à l'euro symbolique en 2020 près de 7 hectares avec du boisement, de la prairie en milieu humide et une majeure partie de ce terrain a été aménagée avec des jardins ouvriers. Jardins ouvriers rattachés à l'association des Jardins Girondins, donc une association qui n'était pas forcément composée de Béglaises et Béglés. Depuis 2020, on avait un fonctionnement sans convention et aujourd'hui l'objectif c'est de bien recadrer tout, redire que évidemment la mise à disposition du terrain est gratuite, que l'investissement s'il y en a besoin sur les jardins est aux frais des usagers, mais également rappeler certaines obligations. Le fait de rappeler que le nettoyage et l'entretien est à la charge des adhérents, sachant qu'on avait eu quelques loupés à certains moments, donc c'était bien de remettre ces obligations-là dans le cadre d'une convention. Et le point le plus important pour nous, je vous passe les détails, mais c'était aussi que si une parcelle se libérait, elle repasse au pot commun via le CCAS pour des Béglais et des Béglaises avant d'être proposé à d'autres adhérents de l'association. Donc l'objectif premier de la convention, c'est de faire profiter plus d'habitants de la ville, sachant qu'on a énormément de demandes en jardin partagé. Bon, après, il y a des axes de la convention qui portent sur la communication, le fait de collaborer ensemble sur des événements comme Fête de la Nature, etc. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir de cette convention, c'est d'en faire profiter plus les Béglaises et les Béglés. Et vous dire également, mais c'est pas l'objet de la délibération, mais que sur le moyen terme, l'objectif de la ville, c'est aussi d'ouvrir le chemin qui traverse cette parcelle, ce qui permettrait d'offrir un accès au parc de Mussonville, au Villenavais, par la rue de mémoire Arouébo. Voilà. Aujourd'hui, c'est une voie verte qui est fermée au public, uniquement accessible aux jardiniers, en fait, puisqu'il y a un portail fermé à clé. Donc voilà, ça c'est un projet moyen terme sur lequel on a échangé de toute façon avec l'association des Jardins Girondins. Merci. Et donc si je fais le compte, actuellement nous avons 37 parcelles municipales. Nous en ajoutons 62, donc nous arrivons maintenant à un total de 99 parcelles, qui est un score important pour une commune telle que la nôtre, en première couronne de l'agglomération. Voilà, presque 100, bientôt 100, j'imagine, qu'on va continuer à développer. Y a-t-il des prises de parole? Monsieur Mishrafi, Mohamed. Mes propos se basent sur les termes de la délibération. Donc, puisqu'apparemment, il y a une convention, moi je ne l'ai pas vue. Enfin, donc, dans cette délibération-là, donc il n'est pas attaché, donc je ne peux pas. En tout cas, voilà ce que je pense de cette délibération, ce qu'on ne pense d'ailleurs. 20 ans, c'est la durée d'un bail commercial, d'un crédit immobilier d'une génération, quoi. Ils vont nous demander d'engager la ville sur 2 décennies, sans clause de révision. Vous dites que c'est une convention qui est gratuite, mais soyons quand même clairs, en cas de problème, lorsqu'il y a des conflits de voisinage, qui paye? Qui paiera donc ces problèmes? Qui s'occupera de ces problèmes-là? Bien sûr, c'est la ville. Et ne dites pas que c'est gratuit. C'est une convention qui est floue sur les critères d'attribution. On ne parle de priorité donnée aux dossiers transmis par le CCAS, c'est très bien, mais où sont les critères? Quelle transparence dans l'attribution des parcelles? Aucune idée. Quelle équité entre les habitants? Il n'y a pas de cadre clair. J'ai l'impression qu'on ouvre la porte un petit peu à l'arbitraire.
Ce que nous proposons, c'est plutôt d'avoir une clause de révision à 5 à 10 ans maximum, avec évaluation d'impact. Nous proposons un rapport annuel d'activité transmis au conseil municipal, des critères d'attribution publics et transparents, et une clause de résiliation anticipée en cas de manquement grave. Merci. Pierre, ouais. Peut-être sur les grilles et critères d'attribution, en fait, là, la convention fait référence au modèle qui est déjà défini par le CCAS. Donc, c'est plutôt le document, c'est le CC, je veux dire, c'est pas forcément l'objet de la délibération. Là, ça serait plutôt la grille du CCAS qu'il faudrait aller regarder. Bon, en tout cas, les critères sont déjà définis. Je les connais pas dans les détails, mais non, mais vous en tout parlez cas, de ils existent convention déjà. qui est attachée, annexée, mais je ne l'ai pas. Il n'y a pas de convention. Après, l'avantage de la convention, c'est qu'elle va quand même rappeler les obligations pour les utilisateurs, sachant que il y a déjà eu des dépôts, des dépôts sauvages. On ne sait pas si c'est les utilisateurs ou quelqu'un d'autre. Mais le fait est que ça a été à la charge des jardiniers, les derniers qui se sont, les derniers qu'il y a eu. Donc, en tout état de cause, si c'était déjà réglé par les jardiniers avant, j'espère bien que ça sera réglé par les jardiniers après la convention. D'autant plus que c'est rappelé dans la convention. Après, je me souviens plus des autres questions, mais de toute façon, les critères sont bien stipulés dans la convention, et s'il y a un manquement, je pense que la ville se permettra de reprendre les droits sur la gestion des jardins. Après, si je puis me permettre, dans la convention, article 14, on peut modifier cette convention par voie d'avenant. C'est possible. C'est écrit. Et puis aussi, on peut se réserver le droit de l'interrompre à tout moment sur préavis de 3 mois. Donc, ça peut être très rapide si ça nous va pas. Enfin, voilà, donc on peut elle va vivre, hein, cette convention. On donne un cadre stable sur une durée un peu longue, c'est vrai, mais c'est stable, mais c'est modifiable et c'est même, on peut même, l'interrompre à tout moment. C'est écrit tel quel sur préavis de 3 mois. Donc c'est quand même très court si l'association ne donne pas satisfaction. Et après, sur le règlement de l'attribution de CCAS, là, c'est les travailleurs sociaux qui font le travail. Il n'y a pas d'arbitraire. Il y a des grilles de lecture en fonction des besoins des habitants et d'une connaissance très fine des besoins de l'ensemble des habitants qui sont au CCAS, qui bénéficient du CCAS. Donc, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Christian Magatte, interview. Merci, monsieur le maire. Nous sommes prêts à le voter, mais à condition d'avoir la convention, monsieur le maire. Et nous ne l'avons pas. Et là, vous nous parlez de la convention alors qu'on est en train de parler d'une délibération. Donc nous, bien entendu que nous posons les questions et nous ne l'avons pas. Donc est-ce qu'on peut pas reporter ça et le voter la prochaine fois? Parce que là, nous n'avons pas la convention. Parce que vous apportez des réponses à nos questions, mais elles sont pas dans... Alors nous avons la convention sur idée libre. Donc il y a la délibération en annexe et la convention. Pour les documents annexes, il faut les télécharger à part. Est-ce que vous avez téléchargé les documents annexes à la délibération? Il faut les télécharger à part. Ah. Monsieur le maire, j'ai téléchargé tous les documents qui sont sur idée libre. Je suis désolé, je peux vous montrer tous les documents, mais moi je n'ai rien. Moi je n'ai pas reçu cette convention. Parce que là, nous on a vérifié à l'instant et on a la convention. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de différence de traitement entre élus. C'est tout le monde pareil. Enfin, idée libre, c'est idée libre. Bon, écoutez, moi je n'ai... Donc voilà, on va vous transmettre la convention. Et j'espère que j'ai répondu à vos interrogations en lisant les articles qui vous posent des questions, voilà, qui permet de simplifier. Ça a été évoqué en commission réunie également. Bon,
Ben, on va vous remontrer après le conseil ou en prenant rendez-vous avec vous pour voir quelles sont les difficultés pour y remédier, chers collègues. Je vous propose de passer au vote. J'espère qu'on vous a répondu, même si vous n'avez pas pu le lire avant le conseil. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Abstention du groupe Espoir Begley. Délibération adoptée. Délibération numéro 9, Xavier Marie-Fédou. Avenant pour l'adhésion des villes de Pessac et Bruges au groupement de commandes dédié au diagnostic amiante. Oui, merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, je vais d'abord m'attacher à la notion de groupement de commandes. C'est un service proposé par Bordeaux Métropole de façon à ce que les communes de la métropole puissent se regrouper pour pouvoir bénéficier d'avantages lorsqu'il y a des marchés publics à passer. Dès que une commune entre ou sort d'un groupement, cela fait l'objet d'une délibération. C'est l'objet de celle-ci. Dans la circonstance, c'est la ville de Pessac et de Bruges qui demandent à rentrer dans ce groupement de commandes. Concernant l'amiante, je voudrais m'arrêter un moment sur ce sujet parce que de tous les bâtiments qui ont été construits avant 1995 donc sont susceptibles de pouvoir contenir des éléments d'amiante. La réglementation aujourd'hui est rigoureusement appliquée et donc chaque fois qu'il y a des travaux à engager dans des bâtiments d'avant 1995, il faut faire une recherche d'amiante possiblement présente dans les bâtiments. Cela a deux incidences, c'est que d'une part, il faut faire appel à une entreprise spécialisée pour faire ce diagnostic-là, et donc cela prend du temps dans le planning de réalisation des travaux, et aussi cela augmente les coûts de réalisation puisque ces entreprises, bien sûr, facturent leurs services. Et donc, nous avons un double effet dans cette situation de l'amiante, c'est un délai de réalisation des travaux qui va être plus long et aussi des coûts plus importants. Donc, cela va jusqu'à faire un trou dans un mur pour planter une cheville, pour tenir une étagère. Donc, ça va très très loin. Je tenais à vous sensibiliser sur la question. Cette réglementation sur l'amiante, en l'appliquant par rigueur pour pouvoir bien sûr protéger nos agents dans leur travail, a un gros impact sur la réalisation de nos travaux, tant sur le plan du budget que des plannings. Merci. Je propose de passer pour ces explications très claires. On passe au vote qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 10, Nadia Benjeloun Makali, actualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure à compter du 1er janvier 2026. Bon, chers collègues, monsieur le maire, merci. Donc cette délibération revient chaque année. La taxe locale sur la publicité extérieure TLPE est un outil fiscal permettant aux communes de réguler l'implantation des supports publicitaires tout en générant des ressources financières avec un objectif d'équilibre entre développement économique, préservation de l'environnement et valorisation du cadre de vie. À Bègles, la TLPE est en place depuis le 1er janvier 2009 et une mise à jour des tarifs a eu lieu en 2018 avec exonération pour les surfaces publicitaires inférieures à 12 mètres carrés afin de soutenir le commerce de proximité et les activités artisanales. Et donc, bien sûr, cette exonération est maintenue dans la présente délibération. Donc, aucun changement majeur n'est à signaler cette année. Il s'agit simplement d'une indexation des tarifs sur la base du dernier décret en vigueur, avec une augmentation comprise entre 1,6 et 1,8 en cohérence avec l'inflation constatée en 2024. Par ailleurs, Bègles étant intégré à Bordeaux Métropole, l'harmonisation des tarifs avec les communes voisines reste un enjeu important. Alors, pour éviter les distorsions de concurrence, tout en tenant compte des spécificités locales. Et je précise que c'est donc pour l'année prochaine, pour 2026, mais que les communes doivent délibérer avant le 1er juillet 2025. Le total de ces recettes fiscales attendues pour 2024 s'élève à 338 000 €. Donc, l'objet de cette délibération est donc d'appliquer ces tarifs réactualisés qui sont proposés dans cette délibération. Merci. Merci. S'il n'y a pas de prise de parole, nous passons au vote, mais il y a une prise de parole de Mohamed Mishrafi. Allez-y. Merci, monsieur le maire. J'ai sorti les chiffres de 2024
2025 et ce que vous projetez pour 2026. Et je constate qu'en 2 ans, entre 2024 et 2026, les tarifs de cette taxe locale sur la publicité ont augmenté de près de 6,8% pour les enseignes de plus de 50 mètres carrés et de plus de 16% pour les dispositifs non numériques de grande taille. C'est bien au-delà de l'inflation. Vous parlez donc d'actualisation, mais à mon sens, c'est une hausse déguisée. Si vous prenez le taux d'inflation, on les a. Hein. Donc en 24, 2%, en 25, c'est 1,3%, et en 26, 1,9%. Hein. Donc là, nous ne sommes pas sur ça. Mais ce qui passe comme ça, je dirais, vous insistez pas sur un point puisque vous avez créé une taxe supplémentaire. Vous maintenez l'exonération jusqu'à 12 mètres carrés, certes, mais au-delà, les tarifs pour une enseigne scellée au sol, entre 7 et 12 mètres carrés, là, les tarifs explosent. Vous passez de 0 à 18,9 € en 2026. C'est une nouvelle charge pour les petits commerçants. Je crois qu'ils n'ont pas les moyens, donc, finalement, de les payer. Et puis, dans une commune verte, je ne comprends pas pourquoi ne pas moduler sa taxe selon des critères environnementaux. Pourquoi ne pas... Vous pouvez récompenser les enseignes donc sobres, pénaliser les dispositifs énergivores, et là vous appliquez une hausse uniforme ici, je ne sais pas pourquoi, sans distinction, sans incitation vertueuse. Et c'est une occasion pour nous qui manquait de faire de sa taxe un vrai levier écologique. On peut taxer mieux, mais plutôt donc en respectant quand même donc ces critères écologiques. Donc ce que nous demandons, c'est plutôt un gel des tarifs pour les enseignes entre 7 et 12 mètres carrés scellés au sol, de 0 à 18,9 €, ça fait beaucoup. Peut-être une modulation écologique des tarifs pour les dispositifs numériques. Je pense qu'on peut exonérer quand même temporairement les commerces en difficulté. Je crois que ce sont des éléments qui me semblent de bon sens. Merci. Nadia. Bon, après, on peut vous donner d'autres explications ultérieures, parce que j'ai pas tous les éléments là comme ça en tête, mais c'est vrai qu'il me semble quand même que le travail qui est fait, comme je le disais, c'est au regard aussi des communes qui sont autour de notre commune, et je pense qu'il y a une grande part réglementaire. Donc, on va essayer de vous donner des réponses plus précises, mais je ne pense pas qu'on puisse comme ça, moduler de cette façon-là en créant de nouvelles grilles. Il me semble que c'est des choses assez réglementaires. Donc, ça serait peut-être effectivement, on pourra vous donner des réponses plus précises ultérieurement. Mais c'est vrai qu'il y a un travail qui est fait très sérieux par les équipes pour justement soutenir, et je le rappelle, le commerce de proximité. Et à mon idée, on n'a jamais eu de retour concernant ces tarifications qui sont, il me semble, très classiques et qui n'ont pas appelé jusque-là d'échanges particuliers, puisque nous recevons régulièrement avec le maire et d'autres collègues les commerçants, avec Guéno les gens d'ailleurs. Donc je ne crois pas que ce sujet-là ait pu être soumis à ce que vous dites. En tout cas, bon, après, ça reste, je peux vous donner d'autres informations plus tard. Merci. Oui, alors, donc, j'entends votre proposition d'augmenter plus fortement la hausse pour l'affichage numérique, qui a un coût écologique plus important, ce que vous dites, pour les grandes enseignes supérieures à 50 mètres carrés. Ça, on va le prendre en compte pour l'année prochaine, peut-être. En effet, parce que là, il faut qu'on le passe absolument à ce conseil avant le 1er janvier, avant le 1er juillet. Donc, on peut pas modifier la délibération, donc on va la garder telle quelle. Par contre, on peut réfléchir à votre proposition d'augmenter plus fortement
les enseignes numériques qui ont un poids écologique plus important, pourquoi pas. Mais par contre, on touchera pas l'exonération pour les petites enseignes, mais ça, je pense que vous êtes d'accord, qui concerne le commerce de proximité. Ça, on n'y touche pas. Simplement, les enseignes entre 7 mètres carrés et 12 mètres carrés scellées au sol, il n'y a pas de commerce qui ont ce tel dispositif, c'est pas scellé. Ils les déplacent, donc c'est exonéré. C'est plutôt de l'affichage. Et donc là, oui, là, c'est plutôt des groupes d'affichage. Donc là, on est sur un autre type d'activité économique, hein. C'est pas des commerces, c'est de l'affichage, notamment publicitaire ou de l'affichage, voilà. Ce genre de choses. C'est bon? Allez-y. Monsieur Misrafi. Merci, monsieur le maire, je serai bref. Je voudrais juste dire, premièrement, que je n'ai pas dit que le travail réalisé par les services n'était pas sérieux. J'ai jamais dit ça. Et je dirai jamais ça. Je dis tout simplement que vous avez créé une taxe supplémentaire. Donc ça, je sais noter, une enseigne scellée au sol entre 7 et 12 mètres carrés passe de 0 à 18,9. Ça n'existait pas l'année dernière. Okay. Voilà, alors, les années précédentes. C'est la première fois. Ça, c'est pour les afficheurs professionnels, hein. C'est pas pour les commerces. Vous avez bien compris, hein. Toga, je constate que là, oui, c'est une nouvelle charge. On assume. Donc, on assume cette taxe supplémentaire. Et puis, je n'ai pas dit qu'il faut augmenter fortement les grandes surfaces. J'ai dit tout simplement, pourquoi ne pas moduler la taxe selon des critères environnementaux? Ça me semble logique dans une commune verte. Alors, je ne sais pas si on peut le faire, mais on va regarder. Je propose de passer au vote qui est pour. Merci. Qui s'abstient. Qui vote contre. Le groupe Espoir Begley. Délibération adoptée. Délibération numéro 11. Marc Chauvet. Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs. Monsieur le maire, merci. Chers collègues, donc le tableau des effectifs de la collectivité fait apparaître les emplois budgétaires existants et les emplois pourvus. Au vu des différents départs, des missions, mobilité interne, mise en stage, il convient de modifier le tableau des effectifs. La modification a pour objectif, plusieurs objectifs que je vais vous citer, pour pouvoir répondre favorablement à la demande d'un agent titulaire qui souhaite changer de filière, pour pérenniser le poste d'un agent contractuel qui occupe un poste vacant, pour pourvoir un poste qui s'est libéré à la suite d'une démission d'un agent permanent, pour mettre en stage un agent à la suite de sa réussite au concours, et pour pourvoir un poste d'un agent titulaire qui s'est libéré à la suite d'une mobilité interne. C'est pourquoi je vous propose de créer 5 emplois permanents à budget constant, vous l'avez compris. Au service des sports, 2 emplois d'agents techniques des équipements et sites municipaux, à temps complet de catégorie C, avec différents grades qui sont indiqués dans la délibération, ce qui nous permet d'avoir donc un peu plus de possibilités en fonction des candidats. Au service ressources humaines, un emploi de gestionnaire de carrière et de paie à temps complet de catégorie C ou B. Ensuite, pour la crèche 3 petits tours, un emploi d'auxiliaire de puriculture à temps complet de catégorie B. Et, in fine, au niveau du service élémentaire, un emploi d'un accueil périscolaire à temps complet de catégorie C au grade d'adjoint d'animation, etc. Voilà les différents grades proposés. Voilà, donc on vous demande votre avis par rapport à cette délibération de création d'emplois à budget constant. Merci. Merci, chers collègues. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Comme d'habitude, abstention du groupe Espoir Begley. Délibération adoptée. Dernière délibération. Moi-même, désignation des délégués de la ville à différents organismes, annule et remplace la précédente délibération du 1er avril 2025. Alors là, la différence, pour pas faire le jeu de cette erreur, ou cette différence plutôt, c'est le SDEG, le syndicat d'électrification de la Gironde. Donc nous avons des postes supplémentaires, et donc il a été proposé, voilà, des élus en plus. Je proposais de passer aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Abstention du groupe Espoir Begley. Voilà ce qui clôt notre conseil municipal. Je dirais qu'une chose, allez Bègle, allez l'Union Bordeaux-Bègle. Monsieur le maire, oui. Alors, je vous demande pardon, je voulais juste simplement, au nom de l'Espoir Begley, nous avons travaillé pendant très longtemps avec Nathalie Delperroux, nous voulions lui rendre un hommage. Nous savons qu'elle a voulu partir sur la pointe des pieds, qu'elle n'a pas désiré, donc il n'y a aucun blou, mais nous tenions à dire combien elle nous avait tous aidés et collaboré tous ensemble, et ça avait été du bon travail, voilà. Donc on la remercie officiellement.
Merci beaucoup, Christian. Nous nous associons tous à vos paroles, évidemment. Nathalie Delperroux a été un rouage essentiel de la collectivité pendant 34 ans. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup.